Nous proposons aujourd'hui le deuxième webinaire sur le thème de l'imputabilité au service, plus particulièrement aujourd'hui sur le sujet de la maladie contractée en service. Donc, je suis Lila Grigis, conseillère formation à délégation du Rhône, et ce webinaire va être animé par Florent Lefrappé du LN, qui est également à l'écran. Avant de lui laisser la parole, je vais juste vous demander, voilà, coupez vos micros, vous encourager à utiliser le chat. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont vu cette modalité et aussi la modalité Q&R. C'est une façon de recenser vos questions, de pouvoir y répondre. À l'issue du webinaire, on pourra vous proposer, comme pour la dernière séance, un replay. Et voilà, si vous recensez bien vos questions dans le petit QR, on pourra aussi vous proposer une foire aux questions en regroupant vos interrogations. Florent, je laisse la main. Merci, Madame Grigis. Donc oui, utilisez bien l'onglet QR, puisque aujourd'hui, on n'est que je serai tout seul à présenter pour diverses raisons. Du coup, je répondrai aux questions à la fin, et je suis sûr que sur cette thématique, il y en aura beaucoup, parce que c'est une thématique qui est grandement d'actualité. Donc, en effet, vous avez vu déjà la dernière fois la thématique de l'imputabilité au service, commençant à travailler sur le sujet, sur l'accident de service, avec la procédure et les différentes notions dans la continuité de la mise en œuvre de l'ordonnance de janvier 2017 et du décret assez récent sur le versant hospitalier de la fonction publique. On va aujourd'hui aborder une notion assez complexe et très peu, pas toujours comprise, qui est celle donc de la maladie contractée en service. Alors, je ne sais pas si vous le savez, si vous vous en souvenez, même si c'était il n'y a pas très très longtemps, l'imputabilité au service telle qu'elle existait avant l'ordonnance était quelque chose qui était assez pratique et souple dans le versant, dans la fonction publique, dans le régime spécial des fonctionnaires, puisque jusqu'à l'ordonnance et jusqu'au décret qui était nécessaire à l'entrée en vigueur de l'ordonnance, on avait une appréciation assez simple qui était l'appréciation du lien direct et non nécessairement exclusif entre l'état de santé d'un agent et le service. Ce qui permettait une prise en charge, pour parler un petit peu régime général, mais ce qui permettait une reconnaissance de l'imputabilité au service de pathologie de manière assez souple, mais qui aussi faisait que le tableau des maladies professionnelles n'était pas applicable aux fonctionnaires. Par contre, ça permettait d'être assez moderne. Par exemple, on a eu des jurisprudences de tribunaux administratifs qui ont reconnu l'imputabilité au service de pathologies telles que l'électrosensibilité, qui n'est pas une pathologie dans le tableau, qui est une pathologie hors tableau. Mais voilà, on avait cette question du lien direct et non nécessairement exclusif entre le service de l'agent et son état de santé et sa pathologie. L'ordonnance de janvier 2017, et maintenant qui est applicable à 100% depuis le décret d'application du CITIS dans le versant hospitalier, est venue faire deux choses. Premièrement, elle est venue rendre applicable aux fonctionnaires le tableau des maladies professionnelles, donc qui leur permet d'avoir la présomption d'imputabilité lorsque j'ai une pathologie dans le tableau et qui remplit les conditions du tableau. Donc, ce qu'on peut considérer comme étant quelque chose de positif. Mais par contre, pour les maladies qui sont hors tableau, elle a rendu les choses beaucoup plus difficiles, puisque pour le coup, il va falloir, pour les pathologies hors tableau, avoir non seulement un lien direct avec le service, mais il faut aussi avoir une pathologie qui est susceptible d'entraîner une incapacité permanente partielle d'au moins 25%. 25%, c'est énorme, c'est très très gros, et ça ne manque pas de poser des difficultés, notamment pour certaines pathologies, malheureusement très fréquentes en ce moment, comme ce qu'on appelle le burn-out ou le burn-out, mais c'est moins le cas à l'hospitalière, ou plus généralement la dépression d'origine professionnelle. C'est-à-dire qu'avant l'ordonnance, avant le décret,
pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une dépression, il, entre guillemets, suffisait de se poser la question du lien entre la pathologie de l'agent et le service. S'il y avait un lien entre les deux, eh bien, ça pouvait être reconnu imputable. Aujourd'hui, il faut non seulement ce lien, mais comme c'est une pathologie hors tableau, il faut avoir un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%, prévisible, pardon, d'au moins 25%, ce qui est quand même assez rare. Alors, du coup, mécaniquement, il va se passer un phénomène que vous avez peut-être déjà rencontré, mais qu'on va étudier tout à l'heure, c'est la question de l'utilisation de l'accident de service comme outil de reconnaissance des maladies hors tableau. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que je déprime à cause du travail, je vais essayer d'aller chercher un événement que je vais pouvoir éventuellement, auquel je vais pouvoir éventuellement me rattacher pour dire, eh ben voilà, c'est cet événement-là qui est venu dans les conditions de l'accident de service déclencher mon état dépressif. Et donc, je demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement qui serait l'accident, et derrière, donc, de l'imputabilité au service de la lésion consécutive à cet événement que serait la dépression. On va y revenir, et c'est un véritable enjeu juridictionnel en ce moment. On a un arrêt assez récent du Conseil d'État, d'ailleurs, sur cette question-là, puisque, du coup, le Conseil d'État, le juge administratif, est amené à donner une définition de l'accident de service, mais surtout de l'accident. Et alors qu'on n'a pas de définition de l'accident en tant que tel, en termes de règles réglementaires, hein, c'est le juge administratif qui est venu fixer et qui vient fixer ces différences-là, ces définitions-là. Alors, du coup, déjà un petit peu rentrer dans le vif du sujet, et en fait, derrière la notion de maladie contractée en service, hein, j'insiste sur le vocabulaire, hein, je parle de maladie contractée en service, on va avoir finalement deux sous-catégories. On va avoir les maladies qui sont les maladies dites professionnelles, c'est-à-dire les maladies qui sont répertoriées dans les tableaux des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale. Ça, c'est le premier type de pathologie, les pathologies qui sont listées dans la liste des 101 pathologies du tableau des maladies professionnelles, un tableau qui est mis à jour régulièrement par décret. Hein. Le 100e tableau, par exemple, c'était le SRAS-CoV-2, le Covid-19, qui est rentré dans le tableau des maladies professionnelles, alors, avec des conditions qui sont assez dures pour qu'il y ait une présomption. Et puis, deuxième type de pathologie, ce sont donc les pathologies qui ne sont pas dans le tableau des maladies professionnelles, les maladies hors tableau, dites maladies contractées en service. Hein, les deux, dans le tableau ou hors tableau, ce sont les maladies contractées en service. La maladie hors tableau, on peut obtenir sa reconnaissance, on va le voir, à partir du moment où je l'ai dit, où il y a un lien avec le service et où il y a un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%, avec donc une procédure qui va découler du fait que la pathologie soit dans le tableau ou hors des tableaux des maladies professionnelles. Alors, souvent, on fait un raccourci en disant que la pathologie qui est dans le tableau des maladies professionnelles, elle est présumée imputable au service. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Je vous ai dit, il y a donc deux catégories, les maladies dans le tableau et les maladies hors tableau. Parmi les pathologies qui sont dans le tableau, ces pathologies-là, elles peuvent ou pas être présumées imputables. Mais pour qu'elles soient présumées imputables, il faut que les conditions qu'il y a dans le tableau soient remplies. Donc, si j'ai une pathologie qui est dans un des tableaux des maladies professionnelles et que les conditions du tableau sont remplies, la pathologie est présumée imputable au service, est présumée une maladie contractée en service. Par contre, si la pathologie est dans le tableau mais que les conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas de présomption, mais ça peut être reconnu imputable à partir du moment où j'apporte la preuve du lien avec le service. Par contre, je n'ai pas l'obligation d'avoir 25% d'incapacité permanente partielle prévisible. Ça, c'est une des conditions pour les maladies qui sont hors tableau. Alors, le mieux, c'est de faire un petit exemple d'un extrait
d'un tableau des maladies professionnelles. Alors, je vous ai mis le lien pour aller voir le tableau des maladies professionnelles. Peut-être que quand on fera les questions, on aura le temps d'échanger sur ces questions-là. Alors, il est important de préciser, parce que ça permet de voir aussi d'une autre manière le tableau des maladies professionnelles, il est important de préciser que les tableaux des maladies professionnelles ont été construits sur l'appréciation du risque d'un geste ou d'une posture de travail ou d'une exposition à certains produits ou de conditions particulières de travail, éventuellement pendant un certain temps, le risque que ces conditions de travail entraînent une pathologie. En fait, c'est ça. C'est l'exposition au risque est susceptible d'eux, et si le risque se réalise, il est présumé lié à cette exposition. Par conséquent, si l'assuré réunit les conditions qui sont les conditions d'exposition au risque, les conditions de durée d'exposition au risque, et que la pathologie qui peut être déclenchée par l'exposition au risque se déclenche, eh bien c'est ça qui crée, qui justifie, entre guillemets, la notion d'imputabilité, de présomption d'imputabilité de la pathologie. Alors ici, vous voyez, on a un tableau avec 3 colonnes. En première colonne, on a la désignation de la pathologie. Deuxième colonne, le délai de prise en charge. Et troisième colonne, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Alors, ce n'est peut-être pas des notions qui sont claires pour tout le monde, donc je vais les préciser. Donc, en ce qui concerne les travaux, eh bien, c'est les conditions qui font que la personne est exposée au risque susceptible de déclencher la pathologie qui est identifiée dans le tableau. Là, j'ai fait un exemple, ce n'est pas tout le temps, bien sûr, les mêmes expositions qui entraînent les mêmes maux, bien entendu, mais c'est la personne qui exerce un travail l'exposant habituellement au risque visé par ce tableau susceptible de causer la pathologie. On a une liste limitative qui est précisée pour certains travaux. Ici, par exemple, pour la rupture partielle ou transfixion de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, eh bien, ce sont des travaux comportant des mouvements ou le maintien de soutien sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60% pour au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle de 90 degrés pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Remarquez le caractère extrêmement précis de l'information, ce qui fait que pour savoir si l'agent remplit les conditions du tableau, il faut maîtriser les conditions d'exercice des fonctions de l'agent et savoir si oui ou non il fait ses gestes et postures de travail. Et soit dit en passant, c'est aussi un outil de prévention, de prévention. Le rôle notamment du médecin du travail, mais aussi du cadre aidé du médecin du travail, c'est de faire en sorte que l'agent n'exerce pas ses mouvements. Parce que s'il n'exerce pas ses mouvements, il a moins de chances d'avoir sa rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Alors, donc ça, c'est la liste limitative. Il y a aussi des fois, dans cette liste-là, une exposition. Donc, à la place de la liste des travaux, c'est l'exposition à certains agents, à certains produits. Et donc, c'est le fait que la personne a été exposée à cet agent ou ce produit-là pendant un certain temps, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, pour les travaux qui prévoient une durée minimale d'exposition. Deuxième colonne, la colonne du milieu, c'est le délai de prise en charge. Alors là, attention, il y a souvent une confusion entre la notion de délai de prise en charge et la notion de délai pour déclarer la pathologie. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de délai de prise en charge, c'est la durée maximum entre le moment où la personne cesse d'avoir le geste ou la posture ou d'être exposée au risque et le moment où il y a la première constatation médicale de la pathologie. Et c'est totalement indépendant du délai que l'agent a une fois qu'il y a la première constatation médicale pour demander la reconnaissance de l'imputabilité au service de la lésion ou de la pathologie. Le délai de prise en charge, c'est la durée maximum qu'il y a entre le moment où la personne a cessé d'être exposée au risque et le moment où il y a la première constatation médicale de la pathologie.
Alors, il y a aussi parfois, et je l'ai mis ici justement pour ça, un délai d'exposition. Donc, le délai d'exposition, c'est le temps pendant lequel la personne a eu cette activité-là. Donc, ici, une personne qui a des travaux comportant des mouvements de l'épaule à plus de 60 degrés sans soutien, pendant une durée de 2 heures par jour en cumulé, et qui fait ça pendant 1 an, eh bien, si elle a une rupture de la coiffe des rotateurs, il y a une présomption d'imputabilité au service à partir du moment où soit l'agent continue à exercer cette activité, ou il a cessé cette activité, mais depuis une période inférieure à 1 an, inférieure ou égale à 1 an. Là, on a une présomption. Alors, attention, quand on parle de désignation de la pathologie, il faut vraiment que la pathologie remplisse l'ensemble des conditions. Ici, on a rupture partielle ou transfixion de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. C'est-à-dire que normalement, il faudra avoir une IRM qui objective cette chose-là. Si je n'ai pas d'IRM, eh bien, les conditions de désignation de la pathologie ne sont pas remplies. Et du coup, je ne suis pas dans une maladie du tableau. Je suis dans une maladie hors tableau des maladies professionnelles. Donc, une maladie dans le tableau, dans les conditions du tableau, une personne exposée au risque pendant la durée et pendant une durée d'exposition, si elle est prévue par le tableau, qui a cette pathologie qui est constatée, le cas échéant, si l'agent a cessé d'être exposé au risque, dans un délai de prise en charge qui est fixé par le tableau, si l'ensemble de ces conditions sont remplies, et seulement si l'ensemble de ces conditions sont remplies, on a une présomption d'imputabilité au service, c'est-à-dire que bien, c'est présumé, la rupture partielle de la coiffe est présumée étant liée à l'activité de l'agent. Encore une fois, c'est une question d'étude du risque, le risque que l'exposition à ces conditions de travail déclenche cette pathologie. Donc, on a une présomption qui n'est pas irréfragable. C'est quand même assez difficile d'arriver à prouver que c'est lié à autre chose. Après, si une des conditions du tableau n'est pas remplie, alors, par exemple, l'agent n'est pas exposé au risque qu'on a évoqué. Il n'a pas été exposé pendant une durée d'au moins 1 an. Il a un délai de prise en charge supérieur à 1 an. Je parle toujours de l'exemple que j'ai mis juste avant. Eh bien, dans ces cas-là, si une des conditions du tableau, donc j'ai bien la pathologie objectivée par IRM, la pathologie du tableau, mais par contre, une des conditions tenant au délai d'exposition ou au délai de prise en charge ou à l'exercice des fonctions, par exemple, il fait non pas 2 heures en cumulé par jour, mais qu'1 heure en cumulé par jour. Du coup, il n'y a pas de présomption d'imputabilité, mais ça peut quand même être reconnu imputable à partir du moment où l'agent, alors là, c'est à l'agent d'apporter la preuve de l'imputabilité au service, donc du lien avec le service, la preuve que la pathologie est directement causée par l'exercice des fonctions par tout moyen, généralement un certificat ou un rapport médical de leur médecin et éventuellement d'un expert. Donc là, il n'y a pas de présomption. Donc vraiment, si je résume, j'ai une maladie qui est désignée dans le tableau, mais vraiment qui est désignée avec tous les éléments de la première colonne du tableau. Elle est contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il y a une présomption. Si les conditions du tableau ne sont pas remplies, eh bien, il n'y a pas de présomption. Alors, ici, on a quand même une difficulté complémentaire, c'est que je pense que vous faites face de plus en plus à des agents qui ont des carrières multiples. C'est-à-dire que le fonctionnaire qui rentre à 18 ans dans la fonction publique, qui fait le même métier pendant des années et qui ressort à 62, 64 ou 67 ans, c'est des situations qu'on rencontre de moins en moins. Et de plus en plus, on a des agents qui ont des carrières multiples et qui vont passer du privé au public, tout en exerçant peut-être le même métier, mais en tout cas, ils changent d'employeur, ils changent de régime. Alors du coup, peut se poser la
la problématique d'un agent qui aurait été exposé à un risque, qui remplirait les conditions du tableau des maladies professionnelles, mais au titre du privé. Est-ce que pour autant, on va appliquer le tableau et reconnaître l'imputabilité? L'article 21 bis du titre 1, qui est l'article sur l'imputabilité au service, que vous avez déjà vu la dernière fois, il est assez clair sur ce point. Il nous dit bien que la pathologie doit avoir été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. C'est-à-dire qu'il faut que l'agent ait été exposé au risque alors qu'il était en régime spécial. Ce qui veut dire que si j'ai quelqu'un qui vient du privé ou qui était contractuel de droit public, chez vous, mais en tant que contractuel de droit public, qui remplit les conditions du tableau, mais du fait de son activité, alors qu'il était assuré dans un autre régime, eh bien, on ne remplit pas les conditions pour avoir une présomption d'imputabilité de la pathologie au titre du régime spécial. Alors, ça, c'est pour les pathologies qui sont dans les tableaux des maladies professionnelles. Maintenant, on a les pathologies hors tableau. Attention, quand je parle de pathologies hors tableau, je répète, c'est des pathologies pour lesquelles toute la définition, toutes les conditions qui sont dans la première colonne ne sont pas remplies. C'est-à-dire que si je prends le Covid-19, le SRAS-CoV-2, pour que ce soit une maladie du tableau des maladies professionnelles, il faut qu'il y ait eu oxygénation. S'il n'y a pas eu d'oxygénation, si j'ai un agent qui a eu le Covid-19, mais entre guillemets bénin, qui n'a pas nécessité d'oxygénation, eh bien, il y a de grandes chances que ça ne remplisse pas les conditions du tableau. Donc, je suis dans une maladie hors tableau. Et si je suis dans une maladie hors tableau, eh bien, ça peut être reconnu imputable sous réserve de deux conditions. La première, que la pathologie ait été essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Et la deuxième, c'est qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. Donc, ça va être quand même assez difficile, puisque là, on est sur le mot essentiel, c'est-à-dire qu'il faut arriver à apporter la preuve qu'on ait vraiment un lien quasi certain entre les conditions d'exercice des fonctions et la lésion de l'agent. Et en plus, il faut un taux d'IPP de moins de 25%. Taux d'IPP de 25%, c'est quelque chose d'assez gros pour qu'il y ait une reconnaissance de l'imputabilité au service. Et là, c'est ce que je disais en introduction, on a la difficulté pour une reconnaissance des pathologies hors tableau. Alors, si je résume ça sous la forme d'un schéma. Est-ce que la maladie est inscrite dans le tableau? Schéma décisionnel. Et est-ce que la maladie est inscrite dans un tableau? Oui. Est-ce que les conditions sont remplies? Oui. Présomption d'imputabilité. La maladie est inscrite dans un tableau? Oui. Les conditions sont remplies? Non. Eh bien, on se pose la question, et l'agent doit apporter la preuve que la maladie a été directement causée par l'exercice des fonctions. Et enfin, est-ce que la maladie est inscrite dans un tableau? Non. Deux questions. Est-ce que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions? Est-ce qu'elle entraîne une incapacité permanente prévisible d'au moins 25%? Ce seront les questions à se poser et ça va avoir un impact, on va le voir, sur la procédure qui va être utilisée, puisque ces questions-là, pour les maladies hors tableau, il faudra nécessairement recueillir l'avis du médecin agréé et de la commission de réforme. Alors, si je fais un petit tableau récapitulatif, si j'ai des maladies essentiellement et directement causées par l'exercice des fonctions, la maladie entraîne au moins une incapacité permanente prévisible de 25% imputable. Si elle n'entraîne pas une incapacité permanente prévisible d'au moins 25% non imputable, quand bien même elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Et si la maladie, il n'y a pas la preuve qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, c'est non imputable, qui a un taux d'IPP prévisible plus ou moins de 25%. Alors, vous voyez que ce taux de 25%, il est quand même essentiel et éminemment important. On peut se poser plusieurs questions sur ce taux. Quand, qui, comment ce taux est fixé. Alors, commençons par le quand. Le texte est assez succinct, enfin, en fait, il est succinct, il n'en parle pas de quand. Il nous dit simplement le taux est apprécié parce que si c'est un taux d'incapacité permanente prévisible, ça veut dire que je ne suis pas obligé d'attendre la fin de la stabilisation de l'état de santé de l'agent, ce qui aurait peu de sens, parce que des fois,
on peut ne pas avoir de stabilisation et on peut aussi avoir des situations où l'agent malheureusement ne guérit jamais. Donc, du coup, on ne va pas attendre l'épuisement ou une stabilisation quelle qu'elle soit. C'est au moment de l'étude du dossier, hein, et ça va dans la droite ligne d'ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation. J'utilise une jurisprudence privée parce qu'il n'y a pas d'autre chose, et c'est la même réglementation dans le privé. Et la Cour de cassation nous dit que pour une pathologie hors tableau, le taux de 25%, ça s'apprécie au moment de l'expertise pour savoir si on a le taux de 25%. Donc, c'est au moment du traitement du dossier d'imputabilité qu'on va se poser la question du taux de 25%. Alors, qui apprécie le taux Là, le décret nous dit, et ça va dans la droite ligne des décrets sur la protection sociale, c'est la commission de réforme en s'appuyant sur les conclusions d'un médecin agréé, généralement expert, hein, puisqu'on est très certainement dans la situation où il y a besoin d'un expert pour fixer ce taux. Et donc, c'est au moment de la gestion du dossier qu'on va on va avoir le médecin agréé qui va ausculter l'agent et fixer le taux, et la commission de réforme qui va venir compléter, qui va venir donner son avis que l'employeur va pouvoir utiliser ensuite pour prendre la décision. Alors, quand, qui, comment? Donc, comment est apprécié le taux? Donc, le médecin agréé est censé s'appuyer sur le décret 68-756 qui a été modifié en 2001, qui est un décret qui nous fixe par type pas de pathologie en tant que telle, mais type d'impact d'une pathologie sur une fonction, qui va fixer le taux d'IPP. C'est le même décret qui sert à fixer le taux pour les ATI, c'est le même décret qui sert à fixer les taux pour les pensions d'invalidité imputables ou non imputables au service. Alors, justement, on va prendre, pour que vous illustriez un petit peu ce qu'il en est des taux pour les maladies hors tableau, malheureusement assez présentes, type dépression professionnelle. On a dans ce décret la partie liée aux lésions liées à des dépressions, une définition. Il s'agit de l'expression permanente du trouble, presque toujours sous la forme dépressive, soit de la récurrence d'expressions aiguës dépressives ou maniaques, réalisant un tableau de troubles bipolaires ou dépressifs récurrents. Donc la névrose à composante dépressive, trouble dépressif récurrent, c'est ça qu'on va appeler la dépression. Et le taux d'état dépressif chronique qui est proposé dans cette nomenclature, il varie entre 10 à 30%. Alors, je vous le rappelle, pour qu'une dépression soit reconnue imputable, c'est une maladie hors tableau, ça veut dire qu'il faut au moins 25% d'IPP prévisible. Ça veut dire qu'on est quand même là dans le haut du panier dépressif, puisque dans la nomenclature, une névrose à composante dépressive ne peut pas, en théorie, dépasser 30% d'incapacité permanente partielle. Donc 25, on est sur quelqu'un qui est très, très dépressif, qui a un fort sentiment dépressif, une grosse charge anxieuse, une sensation de fatigue constante, une altération de la capacité d'initiative, des troubles du sommeil, des difficultés intellectuelles, la capacité à maintenir des activités sociales et à assumer les activités de la vie quotidienne. Donc quelqu'un qui vraiment, il est, pour donner une petite image peut-être un peu exagérée, mais il est sous sa couette en attendant que le temps passe. C'est quelqu'un qui est quand même à un gros niveau de dépression. Donc c'est quand même assez difficile maintenant aujourd'hui d'obtenir la reconnaissance dans le cadre des maladies contractées en service de la dépression comme maladie contractée en service. Alors, c'est là que, justement, on va avoir un cheminement qui se fait via l'utilisation de l'accident de service comme outil de reconnaissance de la maladie professionnelle ou de la maladie contractée en service. En effet, comme vous avez pu le voir la dernière fois, pour qu'il y ait une reconnaissance de l'imputabilité au service,
il n'y a pas de conditions de taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Quelque part, parfois, j'ai une double possibilité. Imaginons que je sois un aide-soignant et que je manipule un patient, et à l'occasion de la manipulation de ce patient, j'ai mal au dos. Quelque part, je pourrais faire deux déclarations. Je pourrais dire que je fais une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L4, L5, avec la définition des tableaux. Il y a de fortes chances qu'en tant qu'aide-soignant, je remplisse les conditions. Mais je pourrais dire aussi que je suis victime d'un accident de service et dire que le fait de manipuler un patient particulièrement lourd serait un événement qui serait un accident et que c'est cet accident qui est venu déclencher mon hernie discale L4, L5. Et du coup, ça permettrait de se poser la question non pas de l'imputabilité au service de la maladie contractée en service, mais ça permettrait de se poser la question de l'imputabilité au service des conséquences d'un accident. Est-ce que le fait de manipuler un patient lourd est un accident? Et deuxièmement, est-ce que c'est le fait de manipuler ce patient qui est venu déclencher ma hernie discale? Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour la dépression, notamment avec ce qu'on appelle le stress post-traumatique. J'ai un événement qui est suffisamment grave pour déclencher un état de stress post-traumatif éventuellement grave ou venir déséquilibrer un équilibre que j'avais trouvé psychique et qui vient entraîner une dépression grave, quand bien même elle était latente, mais qui est déclenchée par l'événement. Et du coup, là, j'utilise l'outil et les modalités et la procédure de la maladie liée à l'accident de service et non pas la maladie contractée en service. Alors, au niveau de la JP, de la jurisprudence, on a une évolution qui tend un petit peu vers ça, et je l'avoue, je l'ai utilisé plusieurs fois comme outil pour reconnaître l'imputabilité au service. Alors, un petit exemple de jurisprudence, c'est un agent qui était envoyé en mission en tant que DG d'une filiale d'Orange, donc fonctionnaire, bien sûr, en tant que DG d'une filiale d'Orange, plusieurs années au Vanuatu. Il y a eu plusieurs incidents professionnels qui ont mis en cause cet agent-là, et du coup, on l'a rapatrié en métropole, et il y a eu une enquête administrative pour voir un petit peu ce qu'il en était. Alors, vous savez, c'est quand même une période où on avait le contexte particulier d'Orange, avec les condamnations dont on a tous entendu parler. Il est revenu, et à l'occasion d'une réunion dans le cadre de ce retour, on lui a communiqué durant cette réunion, on lui a communiqué une lettre qu'il ne connaissait pas, dont il n'avait jamais entendu parler, du proviseur du lycée français de Port-Vila au Vanuatu, dans lequel on l'accusait de harcèlement envers une enseignante. Et du coup, comme vous le voyez sur l'image, la personne, elle a été passablement choquée et elle a fait une déclaration d'accident de service. Donc, pas une demande de maladie contractée en service, mais une déclaration d'accident de service. Donc, elle demandait à ce qu'on traite ça comme un événement qui était un accident et non pas une maladie, un stress post-traumatique. Le médecin qui a procédé à l'expertise nous dit que la personne était dans un état de sidération anxieuse, qu'il était dans un état confusionnel avec réactivité d'un stress aigu, et précise que cette personne n'avait pas de trouble psychiatrique antérieur, donc c'était un schéma clinique typique d'un stress traumatique. Et donc la cour administrative d'appel concernée de Bordeaux nous dit que cette personne-là doit être regardée comme ayant été victime d'un accident survenu sur le temps et le lieu de service, donc d'un accident de service. Donc là, on a un exemple de jurisprudence pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un état dépressif consécutif à un événement. Alors, je l'ai utilisé pour le coup à l'occasion d'une commission de réforme, avec l'avocate pour qui je travaille, on défendait un agent. C'était un agent qui avait reçu un courrier lui indiquant qu'il avait ouvert en service, un courrier lui indiquant qu'il serait licencié pour insuffisance professionnelle dans 4 mois. Et du coup, le caractère violent de ce courrier, le caractère soudain, parce que bien entendu, cette personne-là n'avait jamais eu
de remonter sur son absence de valeur professionnelle. Il avait même eu des bonnes évaluations et d'un seul coup, il reçoit ce courrier, il dit voilà, vous êtes licencié dans 4 mois. Bien entendu, la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été, on a obtenu un avis défavorable du conseil de discipline. Et par médecin, on est venu soutenir la demande de reconnaissance de l'imputabilité qu'on a obtenue. Parce que même si c'est qu'une lettre, même si ce n'est pas une agression physique, ça reste que c'est un événement suffisamment grave et soudain pour permettre d'être qualifié d'accident et donc de permettre de reconnaître l'imputabilité des conséquences de cet accident qui est, en l'occurrence, la dépression. Alors, attention, c'est une jurisprudence en construction et pour le coup, ça entraîne le fait, notamment du fait de la spécialisation des procédures en matière de reconnaissance d'accident de service ou de maladie contractée en service, ça nécessite du coup d'être particulièrement attentif sur l'outil qu'on va utiliser pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité. Et si je me trompe et que j'utilise la déclaration d'accident de service en lieu et place de la maladie contractée en service ou inversement, je risque de me retrouver en cas de contentieux face à un caractère inopérant des moyens. Les propos adressés par la responsable hiérarchique directe lors d'une altercation à la suite d'une erreur professionnelle, s'ils dénotent un agacement certain de la responsable, n'ont revêtu aucun caractère violent, insultant ou humiliant, susceptible d'avoir constitué un événement traumatisant à l'origine directe des troubles psychologiques invoqués. Dès lors, cet événement ne saurait être regardé comme ayant été d'une brutalité telle que, par elle-même, cette altercation pourrait être qualifiée d'accident de service. De plus, dans sa déclaration d'accident, l'agent fait état d'éléments selon lesquels ces conditions de travail auraient constitué un environnement professionnel pathogène. Et bien, du coup, comme elle a fait une demande d'accident de service et pas une demande de maladie contractée en service, un tel moyen est inopérant, c'est-à-dire qu'il n'est pas applicable à la situation de l'agent, puisqu'on est sur la question de savoir si l'altercation est suffisamment grave pour être qualifiée d'événement. Et c'est ça la question qu'on va se poser, c'est la question de savoir est-ce que je suis vraiment face à un événement. Ça ne marche pas à tous les coups. Le juge va vraiment se poser la question de l'existence d'un événement. Ici, un autre exemple. Aucun nouvel accident de service n'est à l'origine de cette pathologie. Sa demande d'imputabilité au service ne portait pas sur ce fondement. Et donc, je n'ai pas vraiment d'événement. Et en plus, j'ai un état antérieur qui fait que la pathologie de la personne ne peut pas être considérée comme consécutive d'un accident de service. Alors, on a cette qualification de l'événement, quelques jurisprudences. Là, ici, jurisprudence de Versailles du 21 mars 2013, qui nous dit que, nonobstant l'absence de manifestation antérieure d'un état dépressif, nonobstant l'avis rédigé par le médecin de l'établissement en décembre 2003, admettant l'imputabilité au service de l'état de santé de Madame C, il ne peut être établi un lien de causalité directe et certain entre le syndrome anxio-dépressif et cette dernière et l'entretien d'évaluation litigieux qui, d'une part, ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales, de l'aveu même de la requérante, et d'autre part, constitue un événement prévisible et normal de la carrière professionnelle d'un agent public. Donc là, on va dire que ce n'est pas un événement parce qu'un entretien avec le supérieur hiérarchique, ce n'est pas quelque chose de surprenant et de soudain. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie professionnelle d'un agent public à partir du moment où l'entretien s'est passé dans des circonstances qui sont des circonstances qui ne sont pas anormales, il n'y a pas eu de violence particulière de l'entretien. Le juge va aussi s'attacher, là, dans la jurisprudence de la Cour administrative de Bordeaux, à regarder si finalement je suis face à un événement isolé ou si c'est un événement qui fait partie d'une série d'événements ou plutôt d'une série de modalités de relations particulières. La dépression de l'agent ne pouvant être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu en raison de la vive altercation, notamment en raison des difficultés relationnelles exprimées de longue date. Par conséquent, si la pathologie de l'agent apparaît être en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence d'un choc brutal, soudain. Il s'ensuit de là que cet événement ne peut être qualifié d'accident de service.
Donc, on est, encore une fois, sur un basculement, enfin une évolution de la jurisprudence qui se pose la question de savoir si je suis face à un événement qui peut être qualifié d'accident de service. Et beaucoup plus récemment, on a deux arrêts, donc la Cour administrative de Versailles et surtout ici, un arrêt du Conseil d'État du 27 septembre dernier qui nous dit qu'un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent, susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Je traduis, j'ai un entretien avec mon supérieur hiérarchique, ça se passe normalement, il me dit simplement que ça ne va pas, qu'il n'a pas atteint l'objectif ou qu'il ne fait pas son travail comme on l'entend. Enfin, bref, il y a un entretien où l'agent, je le couvre pas de fleurs. Même si l'agent déprime, cette dépression ne peut pas être le résultat d'un accident de service dans la mesure où l'entretien n'est pas un accident à partir du moment où il s'est déroulé dans des conditions courtoises, de manière urbaine et en bonne intelligence. Bien sûr, si l'employeur, le supérieur hiérarchique agresse verbalement l'agent ou agresse encore plus physiquement l'agent, on serait dans une autre situation. Donc, cette question de l'événement est nouvelle et elle est la conséquence du fait qu'on a sorti les maladies hors tableau et qu'on a créé ce taux d'IPP prévisible d'au moins 25%. Si j'avais été avant 2017, avant le décret, ça aurait été reconnu imputable, très certainement, cette situation-là. Parce que on aurait dit, ce que je vais reconnaître imputable au service, c'est la dépression. Il n'y a pas de question il y a une question du lien uniquement qui se posait, et encore certainement pas une question de culpabilité. Alors, bien entendu, il y aura aussi le lien médical lié à l'état antérieur. Le fait que l'agent, même s'il y a un événement, avait une pathologie dépressive antérieure et qui continue, eh bien, on pourra utiliser cet argument pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service, notamment dans l'appréciation du taux de 25% d'IPP prévisible. Alors, bien entendu, quand je vais me poser la question de l'imputabilité au service d'une maladie consécutive à un accident, et quand je vais utiliser l'accident de service comme outil de reconnaissance de la maladie contractée hors service, hors tableau, ou du tableau d'ailleurs, je vais devoir utiliser la procédure de l'imputabilité au service. En résumé, l'agent fait une déclaration d'accident, altercation, entretien, convocation à un entretien. Le certificat constatant l'état de stress post-traumatique, sinon, je rejette, puisqu'il faut une lésion, on est d'accord, comme vous l'avez vu la dernière fois, pour qu'il y ait une étude de dossier d'imputabilité, il faut un événement et une lésion. Là, si je n'ai pas de lésion, eh bien, je n'ai pas de dossier d'imputabilité. Si par contre, j'ai un certificat de stress post-traumatique, eh bien, je vais vérifier les délais de l'accident de service. Donc, les 15 jours ont-ils été respectés? Si oui, est-ce qu'il y a bien un événement? Donc, est-ce que cet entretien peut être qualifié d'accident? Est-ce que cette situation peut être qualifiée d'accident? Donc, un caractère brutal, soudain. Sinon, on pourra prendre une décision de refus d'imputabilité après la procédure, bien sûr, commission de réforme et compagnie. Si oui, eh bien, l'événement peut-il être qualifié d'accident? Si oui, y a-t-il un lien entre la lésion et l'événement? Sinon, non imputable. Là encore, après avis de la commission de réforme. Si oui, imputable au service. Alors, quel est l'outil que je vais utiliser pour permettre de recueillir les éléments me permettant de qualifier l'événement? Bien entendu, c'est l'enquête administrative qui a pour but de matérialiser les faits et les circonstances qui ont conduit à la survenance de l'événement. Ensuite, il y a la qualification de l'événement. Est-ce que je suis face à un événement de caractère violent, soudain, brutal, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui fait de la partie normale de la vie de l'agent? Et enfin, est-ce que c'est bien cet événement-là qui a eu un impact sur l'état de stress post-traumatique de l'agent? Est-ce que c'est ça qui a entraîné l'état de stress post-traumatique? Donc, l'accident de service comme
outil de reconnaissance de l'imputabilité, c'est pas rien. Ça doit faire l'objet de l'ensemble de ces éléments pour bien identifier l'événement et la portée de l'événement dont l'agent estime que c'est un accident de service. Alors, nonobstant cette problématique-là, cette question-là, j'entends souvent parler de personnes qui disent, voilà, ou même des médecins qui font des certificats médicaux, qui sont des certificats médicaux de harcèlement moral. Voilà. Donc, certificat harcèlement moral. C'était quand même un petit peu étonnant pour le coup, parce que le harcèlement moral est une qualification juridique qui est pas simple. En tout état de cause, à la question est-ce que le harcèlement moral est une maladie professionnelle? Non, ça n'a rien à voir. Je peux très bien être harcelé moralement sans avoir de pathologie. Je peux très bien avoir une dépression, que ça soit reconnu imputable, soit que ça soit lié à un événement. Un entretien avec le supérieur hiérarchique qui s'avère être violent pour des raisons X ou Y n'est pas nécessairement un élément qui suffit en soi à qualifier une situation de harcèlement. Pour qu'on parle de harcèlement, il faut qu'il y ait un caractère répété. Il faut qu'il y ait un caractère répété de comportement ou de non-comportement d'ailleurs, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, de porter atteinte aux droits de l'agent, à sa dignité, d'altérer sa santé physico-mentale ou de compromettre son avenir professionnel. C'est ça, le harcèlement. C'est pas du tout, c'est indépendant de la qualification de l'imputabilité au service. Je peux très bien être harcelé sans être dépressif et je peux très bien être dépressif à cause du travail sans pour autant être harcelé par qui que ce soit. Les critères du harcèlement moral en droit de la fonction publique qui sont multiples. Premièrement, une gravité avérée. Il faut qu'il y ait des faits qui soient suffisamment graves. Et il faut qu'il y ait un caractère répétitif. Comme je l'ai dit, un acte isolé n'est pas du harcèlement. Ça peut être un acte constitutif de harcèlement qui, pris avec d'autres, permet de qualifier le harcèlement. Mais ce n'est pas un acte en tant que tel qui permet de reconnaître, de qualifier la situation de harcèlement moral. Un cadre exclusivement professionnel, ça doit avoir lieu dans le travail pour que ça soit considéré comme du harcèlement moral professionnel. Et puis enfin, ça c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais il n'y a pas nécessairement d'intention malveillante. C'est-à-dire que le harcèlement est un état de fait, mais n'est pas quelque chose, c'est pas un supérieur hiérarchique ou un collègue ou un représentant syndical qui se lève le matin en se disant allez, je vais faire un petit peu de harcèlement ce matin, ça va être chouette. Non, des fois, c'est du mauvais management qui, finalement, est constitutif de harcèlement. Il y a même des écoles de management qui sont, en fait, des écoles de harcèlement et desquelles on revient, bien entendu, mais malgré tout, on n'a pas de nécessité de prouver, au sens administratif du terme, une volonté de nuire à l'autre. C'est un état de fait des actes qui sont répétitifs et d'une particulière gravité, qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail de l'agent. Alors, souvent, on confond harcèlement et souffrance au travail. Des éléments de contexte. Aujourd'hui, dans le versant hospitalier, on a beaucoup d'agents qui souffrent au travail. Mais ils ne sont pas harcelés, en tout cas pas par leur employeur. Ils sont harcelés par autre chose, entre guillemets, indirectement. Mais en tout cas, c'est de la souffrance au travail. Ils souffrent, on ne peut pas nier leur souffrance, mais ce n'est pas pour ça. On est face à des situations de harcèlement. Alors, par contre, l'ambiance délétère, dirigée contre un agent, c'est un élément constitutif de harcèlement. Et on a aussi quelque chose d'assez fréquent, c'est la dérive du pouvoir hiérarchique, avec beaucoup de jurisprudence sur cette question-là, comportement autoritaire accompagné d'une absence de dialogue, un contrôle excessivement étroit de ses collaborateurs, la rétention d'informations, des comportements, un sentiment de dévalorisation et un climat d'anxiété, l'utilisation des demandes de congés, de récupération de temps de travail comme un moyen de pression, des violences verbales répétées et des ingérences dans la vie personnelle des agents. Ça aussi, c'est très fréquent, l'ingérence dans la vie personnelle des agents. C'est un élément constitutif de harcèlement. Alors, en tout état de cause,
le harcèlement, ce n'est clairement pas une maladie professionnelle. Ça a pour objet ou pour effet, mais ça n'entraîne pas nécessairement une altération de l'état physique ou mental de l'agent. Et d'ailleurs, l'absence de harcèlement n'est clairement pas un motif pour permettre de justifier un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une dépression ou d'une pathologie ou la qualification d'un accident de service comme lié à un acte de harcèlement. Alors, après ce long moment sur la définition, je répète, on a les maladies qui sont dans le tableau des maladies professionnelles, ce sont les maladies professionnelles. Si les conditions du tableau sont remplies, c'est présumé imputable. Si les conditions du tableau ne sont pas remplies, ce n'est pas présumé imputable, mais ça peut être reconnu imputable au service si on en apporte la preuve, sans besoin d'avoir 25% d'incapacité permanente partielle prévisible. Les maladies hors tableau, ce sont les maladies qui ne sont pas dans le tableau, qui peuvent quand même être reconnues imputables à partir du moment où j'apporte la preuve du lien essentiel avec le service et que j'ai un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% apprécié par le médecin agréé et la commission de réforme avec la nomenclature du décret des années 60. Et puis, j'ai la situation un peu particulière, mais qui renvoie à l'accident de service, c'est-à-dire l'accident de service comme outil de reconnaissance de la maladie hors tableau, mais là, je vais utiliser les outils et la procédure de l'accident de service et pas les outils et la procédure de la maladie contractée en service. Alors, justement, quelle est-elle cette procédure de reconnaissance de la maladie contractée en service? Puisqu'en effet, ce n'est pas la même. La dernière fois, vous avez vu la procédure de reconnaissance de l'accident de service, qui est la même d'ailleurs pour l'accident de trajet, mais celle pour la maladie contractée en service, c'est une procédure différente. Le début est à peu près pareil. Il faut une déclaration. Il faut une déclaration. Vous avez, comme pour l'accident de service, le lien vers une forme proposée et non pas obligatoire, une forme proposée de déclaration d'accident, une déclaration de maladie contractée en service. Donc, il faut la déclaration et il faut un certificat médical qui constate la pathologie et tous les autres éléments qui permettent, si c'est une maladie du tableau, de montrer que j'ai la maladie du tableau. Si on me dit qu'il faut un IRM, je dois donner l'IRM qui permet de compléter le tableau. Si on me dit qu'il faut une radio, je dois donner la radio pour montrer que je suis bien dans une pathologie du tableau des maladies professionnelles. Alors, en termes de délai, les délais ne sont pas les mêmes que pour l'accident de service, ils sont plus longs. C'est un délai de 2 ans à compter de la première constatation médicale de la pathologie. Alors là encore, je vous rappelle, il faut bien faire la différence entre délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximum qu'il y a entre le moment où l'agent arrête d'être exposé au risque, si d'aventure il arrête d'être exposé, et le moment où j'ai la première constatation médicale, et le délai de recevabilité d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie contractée en service, qui est de 2 ans à compter de la date de la première constatation médicale de la pathologie ou la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre cette pathologie et une activité professionnelle. GC2, quand même, c'est quelque chose d'assez large, avec une exception, c'est lorsque j'ai une nouvelle pathologie qui est inscrite sur le tableau. Si j'ai une nouvelle pathologie qui est inscrite sur ce tableau, sur le tableau des maladies professionnelles, à partir de ce moment-là, l'agent il a 2 ans à compter de l'inscription pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité. Enfin, pour faire sa demande, de reconnaissance d'imputabilité. Alors, si la déclaration est hors délai, eh bien, j'ai une décision de rejet de cette demande. Alors, qu'en est-il de la procédure? Si j'ai une demande complète, que la maladie est inscrite dans un des tableaux et que les conditions sont remplies, j'ai bien la pathologie avec l'ensemble des conditions, j'ai bien l'exposition au risque, j'ai bien la durée d'exposition, je suis éventuellement dans le délai de prise en charge, dans ce cas-là, il y a une présomption et ça sera assez difficile de faire autre chose que de reconnaître l'imputabilité.
l'imputabilité au service. Si j'ai un doute par rapport aux conditions d'exercice et d'exposition au risque, par rapport à la durée d'exposition, par rapport à la pathologie en tant que telle, eh bien, je vais pouvoir demander l'avis du médecin du travail qui va me dire, ne pas me dire c'est imputable, mais presque, il va me dire les conditions du tableau sont remplies. Donc, si les conditions du tableau sont remplies, information de l'employeur, ce sera quand même assez difficile de refuser de reconnaître l'imputabilité. Ce n'est pas impossible. Il faudrait quand même avoir des arguments liés à des éléments étrangers au service pour qu'il y ait qui permette de refuser de reconnaître l'imputabilité au service. Si la pathologie est inscrite dans le tableau, mais que les conditions du tableau ne sont pas remplies, donc j'ai bien la pathologie, la première colonne, c'est bon, mais les deux autres, ça ne va pas. Dans ce cas-là, je dois saisir un médecin agréé qui va m'aider à savoir si oui ou non c'est imputable au service. Et de la même manière, si la pathologie est une pathologie hors tableau, je vais saisir le médecin. Simplement, le médecin agréé ne va pas se poser la même question. Pour la maladie hors tableau, nonobstant le fait qu'il va se poser la question du lien avec le service, il va aussi se poser la question du taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Et du coup, se positionner par rapport à ça pour savoir si les conditions de reconnaissance sont remplies. Donc, on saisit le médecin agréé. Une fois que le médecin agréé est saisi, et si jamais on va aller plus loin, on saisit la commission de réforme. Et là, dans ce cas-là, quelque chose de très important, le médecin de prévention du travail doit faire un rapport. Ça, c'est obligatoire, c'est un élément de procédure qui, dans le cadre de la jurisprudence d'Antony, on en reparlera plus tard, pas aujourd'hui, mais dans un autre webinaire, dans le cadre de la jurisprudence d'Antony, pourrait être un élément de procédure qui viendrait vicier la procédure de l'agent. Si vous vous souvenez, dans le cadre de l'accident de service, il n'y a pas d'obligation d'avoir un rapport, le médecin du travail doit être informé et ce médecin du travail peut faire une expertise. Dans le cadre de la maladie contractée en service, il faut nécessairement un rapport du médecin du travail pour que l'avis de la commission de réforme soit légal. La commission de réforme donne un avis et ensuite l'employeur, sous sa seule responsabilité, prend la décision de reconnaissance ou une décision motivée de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service. Alors, bien entendu, pendant tout ce temps-là, on peut faire une enquête administrative pour vérifier les faits et aussi les conditions d'exercice des fonctions de l'agent pour savoir s'il est exposé à tel ou tel risque, notamment dans le cas où je me pose la question de la présomption de la maladie contractée en service. Alors, en termes de délai, là encore, c'est différent par rapport aux maladies contractées, par rapport aux accidents de service. On a un délai de 2 mois pour aller au bout de la procédure, un délai de 2 mois qui peut être prolongé 3 mois si d'aventure je saisis le médecin agréé. Donc, je dois informer l'agent, 3 plus 2, 5, et du coup, au bout de 5 mois, si je n'ai pas pris de décision, c'est comme pour l'accident de service au bout de 4 mois, et là, au bout de 5 mois, je devrais prendre une décision provisoire et indiquer à l'agent qu'on va provisoirement le mettre en congé imputable au service au titre de cette pathologie et que la décision finale arrivera le plus rapidement possible avec un remboursement à la hauteur de l'agent si finalement on a un refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont l'agent a demandé la reconnaissance. Bien, je suis arrivé au bout sans perdre ma voix, ce qui est une bonne chose. Alors, j'espère que j'ai été clair. Il y a eu